bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de transition écologique, de caca et de laitue en rooftop. J'ai envie de me poser la question et qu'on se pose la question, est-ce que ça, c'est une simulation Zelda ou le prochain hype du métaverse, ou si c'est effectivement un avenir souhaitable dans cette fameuse transition écologique? Est-ce qu'on va se tourner vers ce genre de baratin? C'est une vraie question. Et nous allons y répondre dans cette vidéo, point par point. C'est parti. Andiamo, on y va. Go. Ouais, on y va. C'est parti. En pré-intro, posons les jalons de la situation actuelle du monde qu'on a tendance à mettre de côté histoire de quand même vivre une existence pas trop stressante. En ce moment, ou plutôt depuis 60 ans, il y a un truc qui s'appelle le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Une énorme quantité de gaz carbonique. Et cette quantité carbonique se propage dans l'atmosphère Et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin, ça. Donc l'effondrement pour certains, la transition écologique pour d'autres. En réaction à ça, on fait plein d'études et d'observations pour comprendre les phénomènes en cours, quoi faire et anticiper. On essaye de commencer de tenter d'agir d'ailleurs. Les beaux discours de nos politiciens au COP, les étiquettes H&M vertes et les neutralités carbone par-ci et par-là sont une certaine preuve qu'on a compris qu'il y avait un problème et qu'on essaye de faire des choses. Mais en réalité, malgré la vieillesse du problème, son omniprésence et l'information disponible à son sujet, personne ne saisit vraiment les tenants et aboutissants de tout ce bordel. La preuve en est l'absence totale de résultats et améliorations depuis tout ce temps. Donc malgré les étiquettes, les discours, il n'y a rien qui va. Sale, nul, deux. Parmi le cocktail de solutions bonnes ou moins bonnes qui sont souvent présentées, il y a souvent une solution ou plutôt un concept qui est avancé qui est le concept de ville verte. Une ville verte qui réglerait presque tous les problèmes. Ah, l'air pur en ville, plus voir une voiture, des bâtiments en verre magnifiques mêlant feuilles, béton et acier, des potagers partout, des volets transformés en panneaux solaires, des voies de vélo partout, des gens qui sourient et du soleil. Bref, est-ce que ça, cette idée de ville verte et moderne, et tellement verte et moderne, et circulaire et verte et moderne, est faisable, et l'avenir, surtout, est faisable? Déjà, premièrement, énergétiquement parlant, dans les intensités d'énergie dont on a besoin aujourd'hui, faire la transition en ville, c'est impossible. Les villes sont des ogres énergétiques. Elles dépendent actuellement d'énormes flux invisibles, chaînes d'approvisionnement et machines en tout genre, invisibles à l'œil nu de l'urbain moyen. Chauffage, réfrigération, maintenance, construction, épuration, transport de personnes, apport de marchandises, électricité, réseau internet, égouts, tout ceci requiert des flux et de l'énergie. Et tout ce boxon-là, c'est indexé aux énergies fossiles, qui sont émettrices de gaz à effet de serre et en plus finies. En effet, notre mix global énergétique, si on veut notre méga pile à nous en tant qu'humanité, elle est composée à 80% d'énergie fossile. Donc quand tu utilises un service, achètes un bien ou que tu manges un sandwich, tu peux être quasi sûr que 80% de l'énergie utilisée pour la fabrication de toutes ces choses-là ont émis des gaz à effet de serre. C'est comme si ton burger ou ton smartphone, ils avaient des mini pots d'échappement qui rejetaient des gaz. T'imagines dans ce monde-là, il y aurait des burgers électriques, soi-disant green avec cette fois pas le pot d'échappement directement dessus, mais dans la cuisine derrière. Et dans ce monde-là, il y aurait aussi une marque de brosse à dents diesel qui aurait menti sur ses contrôles anti-pollution. Revenons-en à notre graphique. Je vais parler des villes, mais c'est important qu'on se concentre sur ce graphique avant. S'il y a un graphique à retenir, c'est bien celui-ci. Pourquoi ? Parce que c'est l'équivalent de notre pile à nous, notre réservoir d'énergie en tant qu'humanité. C'est de quoi il est composé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un énorme bout dedans qui est composé d'énergie fossile. Les énergies qui émettent le gaz à effet de serre qui va nous mener à brûler toute la planète, littéralement. On est donc forcé d'enlever ce méga bout dégueu du mix ultra rapidement. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons signé le couteau sous la gorge à la COP21. Et je dis le couteau sous la gorge parce que si nous ne le faisons pas, nous nous dirigeons vers une planète étuve, une planète remplie de sécheresse, avec des guerres dans tous les sens, des milliards de réfugiés. Et pour vous la faire courte mais bonne, même si je ne vous le souhaite pas, un monde qui se réchauffe de 4 degrés en un siècle, pour moi, globalement, c'est la guerre partout. C'est-à-dire qu'il va y avoir une telle compétition pour les ressources
qu'aucune société stable n'y résistera. Hein. Et c'est en particulier, malheureusement, probablement la fin de la démocratie. Parce que quand ça commence à devenir le bordel partout, les sociétés démocratiques sautent. Et on peut déjà en avoir un petit avant-goût. Donc je sais pas vous, mais moi, je suis pas chaud pour qu'on continue à aller dans cette direction. Le Covid, la guerre en Ukraine, les sécheresses, les catastrophes, c'est ok là, on n'en a pas besoin de plus. Ça va. Voilà, je ne sais pas si ça vous tente, moi, moyen. Et donc ce graphique, c'est un peu la méga jauge qui peut nous dire si on gère en tant qu'humanité ou pas. Et dans ce graphique, on voit bien que depuis... Notre maison brûle. Et que depuis... Make our Maison. great again. Thank you. Et même depuis... How dare you! Eh bien, cette barre d'énergie fossile, elle a fait qu'augmenter. Il y a même une corrélation un peu spéciale, c'est-à-dire que plus il y a de discours sur le réchauffement climatique, d'articles de journaux, de solutions qui sortent, plus on augmente notre consommation d'énergie fossile. On n'a pas commencé à bouger le bout du petit doigt. On n'a rien fait du tout. Chaque jour où vous avez vécu, où on a parlé de tout ça, on a été des pires élèves en termes d'émissions CO2. C'est chaud, quoi. On n'a vraiment rien commencé, quoi. Genre, malgré les pleurs de Greta et son cassage de voix, toutes ces histoires, tout ce remue-ménage, on n'a rien fait. Ça, c'est une réalité actée, factuelle, qu'on retrouve dans ce graphique. Donc, si jamais vous vous disiez, bon voilà, il y a des gens qui parlent de verre, là, Leonardo DiCaprio, c'est cool. Eh bien, en fait, il s'est rien passé. Voilà, rien. Enfin, oui, il s'est passé beaucoup de choses. On a pollué plus chaque année. Voilà. C'est génial. Je suis tout d'un coup libéré, quoi. Une ville aujourd'hui, elle fonctionne avec ça, avec ce mix. Si on veut qu'une ville soit verte, bah, il faut qu'elle fonctionne sans cette énorme barre. Et ça, il faut se débrouiller sans d'ici quelques années. Moitié moins de la barre d'ici 2030, parce qu'on a décidé de diviser par 2 nos émissions d'ici 2030, et sans cette énorme partie du mix d'ici 2050. Et je peux faire de tels raccourcis grotesques par rapport au mix global et une ville, parce que bien sûr que ce graphique, ce n'est pas le mix d'une ville, c'est le mix global. Mais une ville, elle dépend de flux global. Elle est en haut de la chaîne de la globalisation. Tout ce qui s'y passe, les frigidaires, les mouvements, les camions et tout, c'est en fait ce mix-là. Donc tout ce que vous touchez, tout ce que vous voyez en ville, forcément vient de ce mix-là. Et si vous enlevez que vous enlevez 4 fois l'énergie qu'il y a dedans, bah, ça a un impact monstrueux en ville. C'est là on voit l'ampleur du challenge, quoi. Et en passant, les énergies renouvelables, c'est ce minuscule bout rikiki là en haut. Jamais dans les échelles de temps qui nous incombent, ce petit bout-là, qui est rikiki, c'est vraiment rien, ne va remplacer l'énorme partie d'énergie fossile. C'est faux, mec. On va trouver une énergie alternative. La société a toujours trouvé quelque chose. L'intelligence humaine est infinie. On fait beaucoup de progrès dans les énergies renouvelables. Regarde, l'hydrogène. Gagnant. Assis. Alors, je me répète. Ces énergies renouvelables sont des micro-événements surmédiatisés. On les voit là-haut, c'est rien. Malheureusement, ce petit bout d'énergie renouvelable n'est pas proportionnel au nombre d'articles pseudo-scientifiques que vous voyez passer sur Internet, des machins qui disent au Japon, ils ont découvert une énergie, je sais pas quoi. C'est tout le temps du bullshit, vous pouvez aller regarder, il y a plein de forums qui parlent de ça, allez sur Transition 2030, ils adorent démonter ces articles, peut-être un peu trop, mais voilà, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et en passant, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est juste un stockage. Complètement d'accord. Et l'électrolyse de l'hydrogène, on sait le faire depuis 1800. Donc, Efficace. Et non, les sociétés n'ont pas toujours trouvé. D'ailleurs, c'est surtout quand il y avait plein d'endormis qui pensaient que d'autres mecs allaient se charger de la solution que ça s'est pété la gueule. Mais il y a plein d'exemples dans l'histoire de moments où on s'est totalement foiré, quoi, et où les sociétés se sont effondrées. Vous avez la Rome antique, la Grande Dépression, et 120 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. La chute de l'URSS, qui pour les mecs dans l'URSS, c'était l'effondrement d'un système. Ils n'avaient pas du tout prévu ça, quoi. Et puis aussi, depuis 1800, on trouve tout. On a développé plein de trucs incroyables. Mais tout le temps, la donnée qu'il y avait, c'est qu'il y avait de l'énergie fossile. Donc tout ce qu'on a trouvé
d'incroyable. Parce que c'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de choses géniales ces dernières 300 ans, mais c'est en grande partie grâce au pétrole. Et c'est cette même chose-là qu'on doit retirer du mix. Donc le challenge est énorme et les discours apaisants de voilà, on a toujours trouvé quelque chose, c'est du bullshit. Rien d'autre. Bullshit, wishful thinking. Ah oui, et le fameux argument de l'intelligence infinie, il me fait marrer quand même celui-là. C'est toujours un argument que j'entends par des gens très intelligents ou qui sont assez qualifiés. Donc ils ont peut-être déjà tendance à un peu surinterpréter l'intelligence générale humaine. Et surtout, c'est pas une ressource l'intelligence. C'est pas... on ne peut pas mettre de l'intelligence dans un réservoir de bagnole et espérer qu'elle avance, quoi. L'intelligence, c'est des cerveaux. Et en l'occurrence, des cerveaux, ça fonctionne au glucose, à de la nourriture. Et la nourriture, elle est carbonée de nouveau. On retrouve notre graphique, mais en gros, le système agriculturel, il est carboné à beaucoup trop de pourcents, quoi. Et en plus, il est destructeur, on perd nos sols. Donc voilà, l'intelligence, ce n'est pas un argument. Et continue de m'écouter, gagnant. L'intelligence artificielle, non. L'intelligence tout court, non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a souvent l'intelligence artificielle. Alors de nouveau, l'intelligence artificielle, c'est la même chose que l'intelligence humaine. C'est juste qu'en plus, elle est dépendante, c'est encore plus clair qu'elle est dépendante d'énergie, vu que c'est des ordinateurs qui tournent. Donc l'intelligence artificielle ne va pas non plus nous sauver. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, alors elle pourrait nous sauver, parce qu'à mon avis, elle est plus intelligente que l'intelligence humaine. Et tout ce qu'elle nous dirait, c'est qu'elle nous dirait, ah bah les gars, en fait, il faut enlever ce bout dégueulasse de votre mix énergétique global. Elle nous dirait déjà ce qui est en train d'être dit. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, existe. Ça s'appelle la science. Ça s'appelle les données qu'on rentre dans du Excel et qui nous redonnent et qui nous recrachent des graphiques comme ça. C'est ça l'intelligence artificielle. Et donc elle nous dit, arrêtez d'utiliser des énergies fossiles. Tout simplement, quoi. Mary? Ok, très bien. Pas d'énergie fossile, pas de pétrole, pas de nouvelles énergies. Très bien. Très bien. Ça va très bien aller, ça. Non, mais t'inquiète, on va justement créer des villes extrêmement sobres en énergie et ultra efficientes, avec une économie locale, circulaire, des jardins nourriciers et diverses productions locales. Oui, effectivement, ça c'est le scénario d'une décrue énergétique contrôlée, rapide, et c'est ce effectivement vers quoi on doit se diriger si on veut enlever donc cette grosse partie de notre mix énergétique. Mais alors, est-ce que ces images sont efficientes ? Est-ce que ces gratte-ciel en verre et béton, est-ce que c'est la quintessence de l'efficience et de la sobriété énergétique ? Mais admettons alors que oui, que tout ce bazar n'ait demandé aucune énergie carbonée pour sa construction, ou du moins juste le fond du réservoir qu'il nous reste, juste le petit bout qu'on avait encore, on a utilisé le dernier bout d'énergie sale avant de tirer la prise. Illustration 2, une ville ultra efficiente et autonome. Hein ? Ah bon ? Alors là, à première vue, il y a déjà un problème de taille, littéralement de taille. Il n'y a pas assez de place pour faire de l'agriculture urbaine. Effectivement, selon l'ADEME, pour un Français, selon l'ADEME et toutes les études donnent des chiffres similaires par rapport aux surfaces agricoles nécessaires, il faut 1300 m² pour un végétarien, 4300 m² pour quelqu'un qui mange de la viande, enfin qui en mange trop, mais qui en mange dans la moyenne, et 6000 m² pour un gros mangeur de viande. Mais soyons ambitieux, c'est la transition. Les Français sont le peuple le plus pointu sur ces sujets-là. Ils ont compris qu'on peut manger 4 fois moins de viande et se sentir 4 fois mieux, ou en tout cas être en super santé. Là-dessus, vous rajoutez une poêlée de véganes et de végétariens dans le mix, et on arrive à en fait une moyenne nationale de 2000 m² par personne, soit un gain d'efficience x2. Donc voilà, j'en parle, l'efficience, on va en faire. Alors est-ce qu'avec une efficience x2, on y arrive ? Prenons Paris comme exemple, la métropole du Grand Paris, avec ses 131 communes, 7 millions d'habitants pour une superficie de 800 km². Quelle surface faudrait-il pour nourrir localement tout ce beau monde ? Petit calcul, 7 millions fois nos 2000 m² de Français de grande classe ayant compris que manger 2 fois par semaine de la viande, ça va bien. Eh bien ça nous donne 14 milliards de mètres carrés ou 14 000 km².
soit 18 fois plus que les 800 km². Il faudrait donc 18 fois la surface actuelle pour nourrir cette population. Et même en faisant de la permaculture hyper productive, avec du 700 m² par personne, des trucs que Damien Descartes ou la ferme du Bec-et-Loing arrivent à faire, des mages, et bien à ce moment-là, on serait toujours à 4900 km² pour nourrir tout Paris, soit encore 6 fois plus de place. Visuellement, ça donne un cercle de rayon de 66 km, soit 120 km de large, un cercle de 120 km de large. Voilà, vous avez vu, hein, c'est visible depuis l'espace, quoi, le machin qu'il faut pour nourrir Paris. Donc, continuons visuellement de comprendre comme ça va, mais alors pas du tout. Parce que c'est marrant quand même. Prenons une affiche de métro, ça fait 150 cm x 200 cm, soit 3 m². Donc imaginez, à 2000 m² par personne pour nos citoyens exemplaires, il faut environ 2 affiches comme celle-ci par personne, par jour, pour nourrir tout Paris. Ou alors 666 affiches par personne sur un an, enfin pour avoir l'autonomie par personne, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Donc à chaque fois que vous voyez quelqu'un dans la rue, imaginez autour de lui 666 affiches, ou sinon les 2 affiches qui se traînent derrière lui avec les patates, les graines et un poulet dessus. Enfin, c'est ça qu'il faut comme place par personne. Bercy, avec ses 8000 m², peut nourrir 4 Parisiens exemplaires. Voilà, c'est ridicule. Et là, je vous parle qu'en 2D. Mais l'agriculture, c'est 3D. L'agriculture, c'est pas une affiche de métro. L'agriculture, c'est 30 cm à 1 mètre de sol. 30 cm à 1 mètre de structure complexe de nutriments et micro-insectes. Les sols des villes sont inexistants et bien trop pauvres pour y cultiver quoi que ce soit. Et d'ailleurs, quand vous débétonnez, vous n'avez pas le sol en dessous. Vous arrivez directement à la roche-mère. Ce n'est pas du sol, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on voit des bacs en ville et qu'il faut apporter des bacs. Mais c'est pas la même chose. La qualité d'un sol dans un bac n'a rien à voir avec la qualité d'un sol, d'un vrai sol, d'un sol en nature, en campagne. Mais ça, personne ne l'a intégré. Et d'ailleurs, même au rang des soi-disant écologistes, d'ailleurs, en passant, il faudra dissoudre ce parti. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais durant le premier ou le deuxième débat de la primaire écologiste, enfin je sais pas, j'ai dû m'infliger 2h30 de ce truc pour essayer de retrouver la connerie que Yannick Jadot ou le mec dans son costume mayonnaise là avait dit. Ils avaient parlé, je sais pas, ils faisaient que parler dans le vent, quoi, de concepts, ça saute à droite, à gauche, etc. Il y en a un qui a sorti que le jardin des Tuileries, on pourrait faire un jardin, au lieu qu'il y ait le Luna Park, là, qu'on fasse un jardin de permaculture, ou qu'on plante des choses pour nourrir les Parisiens. Ouais. Ah, bravo, ouais. Non, super. Donc je suis allé voir. Le jardin des Tuileries, c'est 279 000 m². Donc en gros, ça a nourri 140 personnes, à 2000 m². Donc 140 personnes, genre les Français du turfu, là, qui mangent très peu de viande et qui ont tout compris. On en nourrit 140, quoi. Top. Les mecs se présentent comme écologistes et ils sortent une connerie pareille, quoi. Alors il n'a pas dit qu'on allait nourrir tout Paris, mais je veux dire, juste, c'est ça. Le niveau de l'écologie aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on va faire des petits jardins qui vont nourrir 140 personnes juste pour que ça soit joli, quoi. On en est à ces niveaux-là, on est au symbolisme. Et il faut que vraiment l'écologie, elle rentre dans le pragmatisme. Et il faut dissoudre ce parti, quoi. Genre, il faut dissoudre le parti écologiste. Il n'a rien. Ça n'existe pas. Le parti écologiste ne peut pas exister. C'est comme si vous aviez un parti du PIB ou un parti de la paix. Genre, ça n'existe pas. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Ces écolos, c'est des écolos de parti, voilà, ils ont pas vraiment compris les enjeux, mais comme plein de gens. Donc voilà, moi aussi, il y a je pensais à ça quand j'étais plus jeune, je me disais, bah voilà, on va avoir des géraniums et on aura des rooftop gardens et puis tout ira bien. Mais voilà, il faudra peut-être faire un peu le travail quand on se déclare écologiste avant de sortir des conneries pareilles, quoi. Mais non, faisons des ceintures vertes et tout est réglé. Alors, la théorie des ceintures vertes, c'est de cultiver aux abords de la ville, donc autour de la ville. Mais ça, c'est ce qu'on fait déjà. Tout autour de Paris, il y a de l'agriculture industrielle de partout. La plupart du verre autour de Paris, c'est des champs en agriculture industrielle. Alors oui, ceux qui amènent cet argument sous-entendent qu'on arrête de tout exporter à l'étranger et qu'on diversifie cette agriculture, histoire de ne pas se nourrir que de blé ou de betteraves à sucre pesticidées toute l'année. Mais même dans ce scénario, sur Géoportail, eh bien, je ne sais pas de quelle ceinture on parle. On dirait plutôt un pneu de bulldozer qu'une ceinture. Et en parlant de bulldozer,
Il faudrait donc raser toutes les forêts restantes autour. On l'a déjà fait, ça. On a déjà rasé des forêts pour l'agriculture industrielle. Et c'est une catastrophe. Non, mais on va faire du vertical farming, quoi. De l'agriculture urbaine, ouais. Tu connais pas, ouais, franchement, c'est trop cool. Agricool, les pariculteurs, trop la base, quoi. Tu manges des laitues, genre, qui viennent de là, quoi. Tu connais la laitue, toi? S'il est vrai que ma tromperie ait pu vous offenser, je vous assure qu'elle n'avait pour autre but que de susciter... Le vertical farming, ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo ou pas, mais c'est énergétiquement pas efficient et c'est écologiquement pas souhaitable. Le vertical farming, c'est l'augmentation de la dépendance aux technologies, elles-mêmes pas écologiques, dépendantes de longues chaînes d'approvisionnement polluantes, qui devraient être réservées à des technologies non substituables. Pourquoi on devrait allouer des technos, du matériel, du jus de cerveau, un truc qu'on sait déjà extrêmement bien faire, mais juste hors container et sans lumière LED. On sait déjà faire de la permaculture et il y a la place. On n'a pas le luxe de s'amuser à voir ce qu'on peut faire avec le vertical farming. Le vertical farming, c'est une performance en soi, c'est intéressant, mais c'est pas viable. Et c'est utiliser de l'énergie et du jus de cerveau dans un truc totalement idiot qui essaie de recréer de la nature. Une nature qui a des milliards d'années et de recherches, d'échecs et d'essais d'avance sur nous. Qu'est-ce qu'on fait là? On essaie de réinventer la roue et même pas, parce que la roue est une invention humaine. On essaie de réinventer la nature. Ça, c'est de la connerie. Mais bon, admettons, vu que je suis sympa et que je vais contre mes biais et que j'essaye vraiment de pousser cette idée de ville verte sur la table pour qu'on puisse vraiment argumenter, admettons que ce soit possible, voilà. Que le fait qu'il n'y ait pas de sol, ben, c'est pas grave, ça permet quand même de nourrir nos Français exemplaires qui ont divisé par deux leur surface. Et donc on a besoin de 2000 m² par personne et on va faire notre agriculture à Paris. Eh bien à Paris, il faudrait donc 18 fois la surface actuelle pour nourrir tout le monde. Donc il faudrait construire des immeubles de 18 étages avec 18 fois voilà, des racks avec de la bouffe en gros. Donc ouais, pas sûr que les dessins qu'on regarde aient vraiment compris ça, parce qu'on voit qu'il y a 2-3 tours un peu jolies, genre des gratte-ciel en verre par-ci par-là, mais là on parle plutôt de quadriller tout Paris avec 18 étages au-dessus de chaque immeuble. Je ne suis pas sûr que c'était dans les plans haussmanniens. D'ailleurs, à mon avis, ça ne tiendra pas. Ça sera juste beaucoup trop lourd, quoi. Un autre problème de surface en ville, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour les services. On en revient au flux cette fois-ci, mais au flux humain. 60% des actifs qui travaillent à Paris ne vivent pas à Paris, en fait. Pour résoudre ça, en gros, il faudrait que les éboueurs viennent vivre dans le 8e. C'est vers ça qu'on devrait tendre, mais ça remet tout assez à plat. Il faut que des gens partent. Ils vont partir où, ces gens-là? Dans d'autres villes? En béton? Excusez-moi, je suis allergique au béton. À chaque fois que j'en parle, ça me fait ça. Et en fait, ce qui se passe en ville, c'est que les villes sont devenues des cités dortoirs. Il y a plus de richesse qui est créée sur place. Tout le monde travaille dans le tertiaire, assis derrière des bureaux, commande des machines de loin, mais ne crée aucune richesse en fait. Et en plus, ces boulots sont pour les 3/4 inutiles dans un monde post-carbone, voire déjà inutiles. Bon, bah, donc là, compte rendu de tout ça, notre pari sobre et efficient, c'est un peu trop sobre, quoi. Parce qu'il n'y a rien à bouffer et il n'y a personne pour remplacer les énergies fossiles et créer des services en ville. On en arrive à l'argument 3, qui lit ce qu'on vient de voir précédemment. Argument 3. La ville force de la pollution par design. Les villes actuelles, de par leur conception, ne peuvent que polluer et être des gouffres énergétiques invisibles. Or, ce n'est pas le rôle d'une ville à la base. Les villes se forment dans une logique d'économie d'échelle, de sécurité, d'entraide, de communication, même de logique guerrière au départ. S'ajoutent ensuite à ces mouvements des boucles de rétroaction positives. Plus il y a de gens en ville, plus il y a d'opportunités et de vie dans celles-ci, plus elles vont attirer des gens, etc. Des boucles certainement logiques au départ. Besoin de plus en plus de main-d'œuvre et d'ouvriers, par exemple, mais qui petit à petit s'auto-alimentent. On peut appeler ça l'effet de groupe, l'effet de mode. Alors, je dis pas, la centralisation a du bon en soi, et elle est observable partout, elle est même observable dans le monde naturel. Et comme toute bonne chose, elle a son optimum de retour sur investissement. Donc la centralisation, il y a un moment où c'est bien, donc on s'en approche, et après, non, c'est de la connerie. Vous pouvez très bien le sentir dans
dans un concert. Un concert, c'est bien d'y aller, c'est bien d'être avec des amis. Par contre, si on est tellement serré qu'il y en a qui se font piétiner et qui crèvent, là, c'est plus drôle. Donc, il y a un optimum de centralisation évidemment dépassé. Et ce, en grande partie grâce à l'énergie gratuite que nous avons trouvée, le pétrole, vous vous souvenez, la barre du graphique. Cette montée en puissance qu'on observe sur le graphique, on fait en fait s'effacer les causes premières de la création des villes pour l'effet de mode, l'appel d'air de la centralisation, l'effet boule de neige de centralisation. Ça paraît logique, tout le monde est en ville, donc on ramène plus de gens en ville, et puis les contraintes venant du surplus de population, on va les régler à coup d'énergie fossile, de tractopelles, et faites-moi des trous par ici, un pont par là, et vous me rajoutez des étages. Et en fait, on fait l'économie de la pensée durable, d'un design durable, parce que on a de l'énergie gratuite, quoi. On va même faire des gratte-ciel, histoire d'impressionner les autres et d'être fiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les villes étaient des cités industrielles, et d'une certaine manière plus vraies qu'aujourd'hui, plus proches de la réalité du monde, de notre monde industriel. Intrinsèquement, on voit ce qui se passe. Les fours, le fer, le charbon, on voyait les cheminées, on était au courant de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? On a acheté les cheminées et les ouvriers avec pour mieux respirer. Et on est en train de faire exactement la même chose avec les voitures. On est en train de jeter les voitures hors des villes. Je ne suis pas en train de dire que la voiture est quelque chose de bien, mais juste, elle ne rentre pas en ville. C'est tout. Mais on est en train de créer une barrière d'une ville bisounours où il n'y a aucune voiture et pas de cheminée, qui est en fait totalement déconnectée de la réalité, qui est qu'il y a des cheminées absolument partout ailleurs, et des bus, et des trains, et des camions, et des voitures en campagne, et qu'on n'a pas réglé une once du début du problème. Voici un exemple que la ville pollue par design. Premier exemple, impossibilité d'absorber les pollutions de l'air et de l'eau. Prenons l'eau. Il est impossible d'avoir un assainissement écologique, hygiénique et sobre en ville. Aujourd'hui, le système d'égout, c'est en gros du tout à l'égout. On ne se pose pas de questions, et c'est justement une réponse à un problème ancien lorsqu'on vivait plus écologiquement, où l'on s'est rendu compte que faire caca dans la rue, c'était pas ouf, quoi. On a utilisé l'abondance énergétique disponible pour faire des égouts. Et encore, les premiers égouts, on n'avait pas tant d'énergie que ça. Mais désormais, puisqu'il faut faire de l'efficience partout, et qu'on doit enlever ces 80% de graphique, il faut gagner des gains énergétiques absolument partout où l'on peut. Et l'assainissement en fait partie. De plus, les égouts sont aujourd'hui une double peine, au point de vue énergétique et environnemental. Ils requièrent de l'énergie pour leur construction et maintenance, ainsi que pour leur fonctionnement. Et environnementalement parlant, c'est une perte nette de matière organique et de fertilisants. Parce que cette matière organique, elle part et elle doit être retirée d'une eau propre alors qu'elle pourrait être valorisée, alors qu'on pourrait juste directement réallouer ces engrais, ces excréments aux champs qui en ont besoin et qui en demandent et qui sont en manque de fertilisants. Exemple 2, la ville force des modes de production industriels. En agriculture par exemple. On a vu, il n'y a pas la place, donc il faut tenter de rattraper le coup ailleurs. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait qu'on a des champs à perte de vue sans un arbre totalement épuisé et lacéré, quoi. Troisième exemple, les villes sont des cités de béton. Matériaux certes adaptés, mais ultra polluants et qui durent mal dans le temps. Et on se retrouve avec une double peine ici, une quadruple peine. Parce que ça demande beaucoup d'énergie à construire, ça tient mal dans le temps. Et énergétiquement parlant, le moindre changement a un coût de production énorme. Parce que si on doit rajouter du béton, et on le fait, on ne va pas faire un pont en terre en ville. Donc chaque infrastructure est dépendante de ces matériaux qu'on a acceptés comme matériaux de défaut pour les villes. Sauf que c'est un matériel extrêmement polluant qui devrait être réservé pour des applications bien précises. Et double peine parce qu'écologiquement, les villes sont ces déserts de vie. Avec comme seule faune des rats, des pigeons et des moineaux, et des poissons rouges d'appartements. Or, dans la société vers laquelle on se dirige, on va avoir un besoin croissant de services écosystémiques. Aujourd'hui, ces services, ils se chiffrent déjà à 125 000 milliards de dollars par an. Et ça, on les néglige totalement parce qu'on les a remplacés par le fossile. Donc on détruit la nature et on s'en fout. Mais demain, on va avoir extrêmement besoin des pollinisateurs, de la microbiologie des sols pour nous refaire du sol, de plantes pour épurer notre eau. Et donc, il faut créer des lieux où cette nature peut s'épanouir et nous rendre des services. Et quand tu vois la tronche du périph', franchement, c'est évident que l'optimum de centralisation à Paris, il est dépassé. C'est marrant parce que le périph', c'est vraiment un truc, quand tu vis à Paris, tu l'oublies. Mais quand tu viens visiter, mais c'est horrible comme truc, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Il y a des bagnoles partout, elles sont toutes moches en plus. Et il y a des poubelles au milieu, des migrants. Enfin, c'est une catastrophe, quoi.
Mais les gens, je sais pas, c'est un déni, quoi. C'est dans l'angle mort de la conscience du Parisien moyen, quoi. Même le nom, ça sonne tellement mal, quoi, genre périph'. Et j'en viens à un point socio-psychologique super important, c'est qu'on est totalement déconnecté de la nature, du réel. En ville, tout est servi sur un plateau d'argent boosté aux énergies fossiles. Derrière, il y a toute une chaîne de fonctionnement et d'énergie monstrueuse, invisible. Et c'est pas qu'à la nature qu'on est déconnecté, on est déconnecté même du monde industriel. Alors, vous avez maintenant de très grosses machines industrielles qui travaillent pour nous, les cimenteries, les aciéries, les usines qui font de la chimie de base, etc. Donc là, j'en prends une qui est une aciérie, ou plus exactement un laminoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans cette salle ont déjà eu l'occasion d'aller visiter ce genre d'un complexe sidérurgique. C'est assez impressionnant. Et donc, moi, il se trouve que j'y ai été il y a longtemps. Vous avez une cabine de pilotage dans le laminoir, c'est-à-dire qu'à un instant donné, vous avez une personne qui est dans la cabine. Alors, il joue une espèce de jeu vidéo, hein, il y a des écrans partout, etc. Eh bien, l'ouvrier qui, à l'instant où je vous parle, est dans la cabine de pilotage de l'un des 2 laminoirs que nous avons en France, il a démultiplié, lui, la puissance de ses bras par 10 millions. Nous avons 2 laminoirs en France, ce qui veut dire que les 2 laminoirs développent la puissance de 20 millions de paires de bras. Il se trouve que 20 millions de personnes, c'est l'ensemble des salariés du privé dans ce pays. Donc si je devais remplacer les 2 laminoirs que nous avons en France par des gens avec des marteaux tapant sur de la tôle toute la journée pour amincir la tôle, eh bien, il n'y aurait plus que ça dans le privé aujourd'hui. On ne comprend même plus les choses, le fonctionnement des choses, comment les choses sont faites, ce qu'elles demandent comme énergie, la qualité. On a perdu un sens de la qualité, on achète des habits de merde, on reconnaît même plus que des grilles de bagnole, elles sont plus en acier mais en plastique dégueulasse, quoi. Tout se perd. Et ça, c'est parce qu'on a envoyé les usines, parce qu'on ne les voulait plus en ville. Et donc, on perd tout. Donc, on est déconnecté de la nature et de la technique, de tout. De tout. Le métaverse, là, c'est maintenant en ville. C'est une sorte de métaverse. Interlude d'arguments pro-vivre que j'entends tout. Avant cet interlude d'arguments pro-ville verte de Bobo Urbain, ça serait cool si tu likais, commentais, suivais cette chaîne YouTube ou mon Instagram, histoire qu'il y ait des trucs un peu intelligents qui remontent dans les algorithmes. Non, mais à Paris, moi, c'est génial. Ah, mais je n'ai plus de voiture. Je fais tout à pied. Ah, mais c'est... L'argument de la marche, c'est ce que je disais. C'est le résultat de l'invisibilité des flux. Pour faire l'exploit de marcher 50 mètres, pour aller acheter une baguette dans une cité de béton avec pas un grain de blé à des centaines de kilomètres à la ronde, ok, peut-être un peu moins de centaines de kilomètres, mais pas un grain de blé à des kilomètres à la ronde, et pas un pet de vache, et que ça, il y ait des millions de gens qui puissent le faire, bah, c'est seulement grâce à la fameuse énergie, le pétrole. Et l'argument du non-transport en ville, il est allègrement compensé par des trajets en avion ici et là pour décompresser du lifestyle totalement pourri et stressant de la ville, quoi. D'ailleurs, allez checker ma vidéo sur l'avion. Elle n'est pas encore là, mais chaque fois que je fais comme ça et qu'elle n'est pas encore là, c'est qu'un jour, elle sera là. Donc un jour, je vais faire une vidéo sur l'avion. Sur pourquoi tu es un gros con quand tu prends l'avion. C'est un bon titre, ça. Et franchement, cet argument, c'est un argument que moi j'entends parce que je suis bobo. Mais c'est qu'un truc de bobo de parler de ces conneries. Quand tu regardes le périph', tu demandes où ils sont les gens, qui marchent là. C'est bourré de caisses. Excuse-moi, monsieur Campagne, mais de vivre dans des maisons individuelles, c'est extrêmement polluant. Et de vivre entassé dans des immeubles très isolés, ça, c'est l'écologie. Ok, bah alors pour ça, il faudrait réisoler tous les immeubles. Est-ce mieux de rénover de l'existant tout mal designé ou de construire neuf à la campagne? C'est un argument qui, franchement, il faudrait vérifier, mais de nouveau, il faudrait comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'en campagne, on peut construire des bâtiments en terre, alors qu'en ville, c'est absolument infaisable. Et c'est un argument qui, même s'il était en faveur de la ville, imaginons, oui, alors énergétiquement parlant, sur ce point-là, c'est mieux de réisoler en ville, de vivre en ville plutôt que dans des maisons à la campagne qui sera aussi extrêmement bien isolé. Ça ne change pas tout le reste qu'il y a autour. Donc oui, ok, là tu as un point. Tu as un point, Josiane. Josiane, tu as raison sur ce point-là. Mais c'est tout. Voilà. Pourquoi Josiane, hein? C'est quoi ce préjugé? Ok. C'est bon, José.
Je sais. Tu as un point là. Mais c'est tout. Ok. C'est tout. Bah c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, tu vas vivre bien isolé, dans 31 mètres carrés, parce que c'est la moyenne à Paris. Donc 31 mètres carrés moins toute l'isolation sur les murs, donc voilà, ça va être encore moins que 31 mètres carrés. Et tu pourras être bien isolé, mais mort de faim, avec aucun service, et voilà. Non mais il faudrait comparer. Mais c'est un micro-argument. Et en plus, si c'est pour s'entasser dans des immeubles comme on fait en ville, on pourrait aussi le faire en campagne. Donc même si on dit, bah, voilà, la maison individuelle en campagne, c'est pas souhaitable, bah, alors on va vivre dans des immeubles, mais à la campagne. Et voilà, Josie, Josiane et José et Joshua. Et puis, il y a les immeubles qui, franchement, mériteraient plus d'être descendus que réisolés. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils résistent jusque-là. On voit déjà, il y en a, ils s'écroulent, quoi. Est-ce que vous voulez isoler un truc moche qui s'écroule au mauvais endroit? Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. La conclusion locale de ces arguments pro-ville, c'est en fait la caricature, c'est qu'ils sont isolés. Ils sont toujours sortis de leur contexte. C'est des arguments, des réflexions qui ne sont pas systémiques. Or, l'écologie, faudrait presque enlever le éco, tellement ce terme a été roulé dans la boue, catastrophe, mais l'écologique, ou juste la logique, parce que franchement, là, on parle juste de logique, on n'aime pas d'écologie, c'est une réflexion systémique. C'est s'appuyer sur tous ces arguments isolés. Donc on fait des études, on va regarder les immeubles contre les maisons individuelles, on va regarder la permaculture, etc. Et de ces petites conclusions, on les met et on fait une grande conclusion. C'est ça, ces chiffres sont censés alimenter une réflexion globale et une réflexion systémique qui les met ensuite en compétition. Et c'est bête parce qu'on s'arrête en tellement bon chemin. Souvent les gens ont l'information, donc ils ont lu des choses ou ils ont des informations, mais ils vont pas plus loin. Donc il n'y a pas le raisonnement qui va avec et il n'y a pas la mise en connexion avec tous les autres éléments. Et ça, on le voit partout, même dans les débats télévisés, même écolo ou ce que tu veux. C'est comme s'il y avait un camp du sucre, un camp du beurre et un camp de la pâte. Et ils sont tous en train de se crier dessus en disant « Non, c'est de moi qu'il faut, pour faire une tarte au citron ». Et l'autre mec, il dit « Pas du tout, c'est du beurre qu'il faut ». Et en gros, ça donne des solutions grotesques avec un mec qui dit qu'une tarte au citron, c'est du beurre. Voilà, en gros, c'est ça. Si vous avez aimé cette métaphore sur les tartes au citron, je vous propose cette vidéo qui parle de tartre et de gauche et de droite et d'écologie. Voilà, on va bien se marrer. Et maintenant, l'argument qui va plaire aux stratégistes de guerre, Collapso et les gens qui aiment broyer du noir. Non, toi de même. Ça risque de chier dans le ventilo. Les villes sont non adaptées aux crises et déstabilisations croissantes liées au réchauffement climatique. Déjà qu'elles n'ont pas été pensées pour la durabilité, elles ont encore moins été pensées pour le réchauffement climatique. Du moment que des millions d'hommes vivent les uns sur les autres entassés dans des jungles de béton avec des supermarchés, il y a clairement un problème de résilience. Donc concrètement, pourquoi non résilientes ? Parce que c'est des très longues... Les villes sont en bout de chaîne d'approvisionnement, extrêmement longues, où il y a des goulots d'étranglement absolument à toutes les étapes. Et ces goulots d'étranglement, ces étapes, sont de plus en plus fragiles et exposées au réchauffement climatique. Vous augmentez exponentiellement les probabilités qu'il y ait un problème. Et il suffit qu'il y ait un problème à un endroit pour que toute la chaîne s'arrête. À ça, vous ajoutez en bout de chaîne qu'il y a 7 millions de gens qui attendent ce flux pour se chauffer, leurs habits, pour se nourrir, qui sont juste en train de taper frénétiquement devant des ordis qui ne comprennent rien et qui attendent juste que la chose soit là dans le supermarché.
vous avez la recette pour le désastre. Et vous avez déjà plein d'exemples de non-résilience. Le Covid-19, la Covid-19, la pandémie de Covid-19. Bon, après, le Covid, c'était bien, c'était vraiment ce qu'il nous fallait. Parce que ça nous a montré qu'un petit virus de rien du tout, qui tue que des vieux en EHPAD, en gros, a foutu mais un bordel. Et ça a montré la fragilité du système. Et là est toute la dissonance et toute l'inquiétude. Donc les politiques étaient très graves sur ce problème-là, mais en fait, c'est parce que ce qui est grave, c'est notre faiblesse à nous. On a tout de suite vu, il y a des pénuries d'aliments qui sont arrivées, il y a eu des queues. Voilà. Il y a des queues qui ont commencé à se créer. Et d'ailleurs, pour vous dire, pour avoir été en campagne à ce moment-là, en campagne, on ne sentait pas ça. Voilà. Donc c'est un truc qui s'est beaucoup plus senti en ville. C'est en ville que les masques, c'était important. En campagne, je m'en fous d'un masque, quoi. Un autre exemple, un peu différent, mais c'est l'explosion de Beyrouth. L'explosion de Beyrouth, elle montre le risque à avoir des taux de population tels dans un seul endroit. Et en plus, l'explosion s'est passée en bout de chaîne, pour le coup, mais dans le port. Le port, c'est là où les marchandises arrivent. Et c'est des villes qui ne produisent rien. Donc il y a des gens qui vivent, c'est des cités dortoirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'explosion? Les gens sont partis. Parce qu'il n'y a rien à faire, en fait, ici. Du moment qu'il n'y a rien qui arrive, bah, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il n'y a aucune richesse créée sur place. Et d'ailleurs, cette explosion de Beyrouth, où est-ce que vous pensez qu'elle aurait eu le moins d'effet? À Beyrouth ou en pleine campagne? Est-ce que vous pensez qu'une explosion de ce type, elle a plus d'impact si elle se passe à Paris ou si elle se passe dans une biorégion organisée avec des jardins et de l'agriculture autosuffisante tout autour? Bah, ça va détruire un peu ce qu'il y aura autour, mais ça va pas mettre à mal des millions de gens. Ça mettra juste à mal les gens qui sont autour. Et encore, il leur restera 2-3 choses sur lesquelles bosser, quoi. Puis bah voilà, sinon on a vu en Amérique, aux États-Unis, en Chine, les répercussions des événements climatiques. Il y a eu des bouchons monstrueux aux États-Unis. Il y a des gens, ils ont failli crever de froid et de faim dans leur voiture, quoi. La tristesse de la mort, quoi. Tu crèves dans ton GMC à brûler le dernier bout de pétrole pour te chauffer, quoi. Alors on peut argumenter que non, que justement en ville, quand il y a des problèmes, c'est là où les aides vont d'abord et que c'est qu'en ville, voilà, qu'on va mettre la priorité dès qu'il y aura ces problèmes-là. Alors c'est le cas aujourd'hui, mais c'est le cas parce qu'il y a des millions de gens qui habitent. Donc forcément, des millions de gens, on pèse sur la balance par rapport à d'autres. Mais ces aides ponctuelles, le déblayage de débris après une inondation, les chasse-neige, ça marche avec quelle énergie, hein? Ça marche avec quelle énergie? Avec quel mix énergétique? Eh bien oui, le même mix énergétique, 80%, si ce n'est plus, parce que là il y a beaucoup de tronçonneuses et de camions et tout. C'est du fossile. On est de nouveau en train de polluer. En plus, on pollue quand on déblaye les trucs qui sont arrivés à cause de notre pollution. Donc c'est top. Là, ça se mord bien la queue. Et surtout, c'est dépendant de ces énergies. Et ça, cette condition de l'aide ponctuelle, voilà, il y a un ouragan, on vient tout réparer. Cette aide, elle est valable que dans un monde où il y a peu de déstabilisation. C'est-à-dire qu'on peut envoyer ces Canadair en Corse quand il n'y a pas un feu dans les Pyrénées. Mais quand il y a un feu dans les Pyrénées et en Corse et en Allemagne, et en fait c'est là qu'il y a un gros problème. Et c'est là où il y a des systèmes qui s'effondrent. Parce qu'ils étaient dépendants, pas résilients, et ils comptaient justement sur un état du monde qui n'est plus celui qu'il est. Et donc voilà, et donc on manque de Canadair. Ensuite, un autre exemple assez flagrant de la non-résilience des villes, c'est la montée des eaux. C'est quand même un truc qu'on oublie, hein, mais les océans vont en tout cas monter de 6 mètres. 6 mètres, Londres, New York, Amsterdam, Saint-Pétersbourg, enfin c'est le bordel, quoi. 6 mètres d'eau, genre le Cherbourg... Ça va être mouillé, quoi. Genre, ça va pas fonctionner du tout. Donc vous avez la Seine qui va sortir de son lit tout le temps, la Thames, et on le voit à Cologne, ça arrive de plus en plus, le Rhin déborde. By the way, n'hésitez pas à commenter les arguments bidons que vous entendez pro-ville. En conclusion, que pouvons-nous dire? On a premièrement mis en lumière que les villes sont des monstres énergétiques
alimentés par des flux physiques, énergétiques invisibles à l'urbain moyen, et que si on veut se libérer des énergies fossiles, comme on l'a signé à la COP21, on est obligé de faire quelque chose de bien plus efficient, car les ENR et le nucléaire, dans les échelles de temps et les contraintes physiques, n'arriveront pas à remplacer ce que les énergies fossiles sont. De là, on s'est dit, ok, donc 4 fois moins d'énergie, on va faire une ville sobre et verte. On s'est ensuite vite heurté à l'impossibilité de créer cette ville ultra efficiente et durable. Il n'y a pas de place pour le 11 de début d'une agriculture durable, ni de services, ni de ressources sur place. Ce qui nous a fait élargir au fait que la ville engendre par design des pollutions et empêche la transition. Ce sont des cités béton, des déserts de vie qui engendrent des grosses pollutions et qui sont dépendants des normes. Ensuite, on a balayé d'un revers de main 2-3 arguments bobo pro-ville pour finir ensuite sur le fait que ce design, en plus d'être super mauvais, est extrêmement fragile. Et donc, réponse à notre question, est-ce que ça c'est green? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est l'avenir des villes? Absolument pas. Les villes sont des utopies sous perfusion. Si on enlève 75% de leur alimentation carbone, elles s'écroulent. Et donc, construire des immeubles en verre ou mettre des bacs sur les balcons ne vont rien changer à ça. Malgré tout le gazon qu'on mettra sur les abribus, les hortensias, ça ne va rien créer. Ça ne va pas créer de services, ça ne va pas créer d'agriculture, ça ne va pas créer une autre énergie, ça ne va pas créer une industrie française. On s'est leurré, on s'est fourvoyé parce que vu que c'est une cité dortoir, vu que tout ce qu'on doit faire c'est dormir et travailler devant un ordinateur, on a rêvé d'une meilleure niche, d'un meilleur endroit où en fait il y aurait aussi un peu des fleurs et ça irait bien. Mais on a oublié le monde, on a oublié comment fonctionne le monde. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de penser à ça. Tout vient par le pétrole, par des longues chaînes d'approvisionnement qu'on ne maîtrise même plus, qu'on ne connaît même plus. On a fait l'économie de la pensée urbanistique grâce à l'abondance du pétrole. Nos données de base, les fondations sont erronées. Elles n'ont pas pris en compte une durabilité, et encore moins les effets d'un réchauffement climatique. D'ailleurs, on pourrait finir sur cet exemple-là. Il y a un exemple que j'aime bien, la définition de l'urbanisme de Le Corbusier. Il dit « Les clés de l'urbanisme sont dans les 4 fonctions. Habiter, travailler, se récréer et circuler. Il n'y a pas d'énergie, pas de production, pas de changement climatique, pas d'émissions de CO2. Il n'y a rien dans cette définition. Et ce n'est pas la seule. Donc il y en a d'autres qui sont aussi brumeuses que ça. L'urbanisme a besoin d'un sérieux coup de pied. Et nous, il faut vraiment qu'on se réorganise. Il faut repeupler les campagnes. Construire des quartiers post-carbone ultra écologiques là-bas. Mais ça, c'est le sujet de la vidéo, de la seconde vidéo. Je voulais tout faire en une vidéo, mais c'est tellement long là, qu'il y a une deuxième vidéo qui parle des solutions. Et bien sûr, j'ai pas envie juste de faire des vidéos comme ça qui parlent juste des problèmes. Ça sert à rien. Il y en a déjà plein. Il y a plein de gens qui se plaignent. Il y a plein de théories aussi. Bon, là, je continue à faire de la théorie, mais ça sera une solution assez inédite. Pas inédite, mais dont on entend peu parler. Et donc, je vous invite à regarder la partie 2 de cette vidéo. Merci à tous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes un des rares qui ne s'est pas fait lobotomiser le cerveau par TikTok et Instagram. Et franchement, bravo à vous. Vous pouvez commander un nom de code dans les commentaires pour que seulement ceux qui sont arrivés là aient compris, ou je sais pas. Après, il faudra que vous compreniez entre vous qu'est-ce qu'il faut mettre. Maintenant, je vous invite à aller regarder la deuxième vidéo qui est hyper constructive, qui parle de nouvelles techniques urbanistiques, enfin de trucs trop stylés. Mais si vous êtes déjà convaincu, que vous dites voilà, moi je sais qu'il faut aller en campagne, allez voir ruche.co. Ruche.co, c'est un projet d'écoquartier. En gros, c'est la ville à la campagne, c'est des quartiers ultra écologiques, mais ultra stylés, avec plein d'attributs. Enfin, je vous laisse découvrir, et c'est fait par des gens brillants. Vous pouvez aller sur le site, pré-réserver votre place, comme ça, dès que ça ouvre, vous pouvez prendre vos bagages et quitter ces villes qui sont en fait, qui vont bientôt être submergées et plus du tout fonctionner. Sinon, suivez-moi sur les réseaux, Instagram, bien sûr, YouTube, ce qu'il y a là, mais sur LinkedIn, parce que j'ai envie de peser dans le game, bien sûr, pour peser dans le game des influenceurs, pour envoyer un message. Moi, je rêverais d'influencer les influenceurs. Parce que les influenceurs, ils ont un super levier, mais ils l'utilisent tellement mal, quoi.
J'aimerais prouver aux junk influenceurs et youtubeurs en bois là que vendre des bracelets en plastique recyclé et des crèmes du soir, ça suffit plus en 2022 quoi. D'être beau, ça suffit plus en 2022. Il faut avoir quelque chose à dire et puis il faut faire aussi. Et donc voilà, si vous voulez que je pèse dans le game et que j'influence les influenceurs à influencer plus de monde, eh ben suivez-moi sur les réseaux et vous ne serez pas déçus. Et si tu es entrepreneur dans l'âme et que tu veux créer ces solutions, que tu as compris que c'est la merde et qu'on n'a aucun savoir en Europe, mais qu'on va se tenir les coudes et qu'on va vraiment créer des vraies entreprises, pas des trucs de dropshipping à 2 balles ou je sais pas quoi, eh bien va voir cette vidéo sur les entrepreneurs post-carbone, des gens qui ont lu ce qu'il fallait lire pour ensuite, avec les données, créer des entreprises qui rapportent, qui fonctionnent dans le monde actuel, mais qui fonctionnent surtout et aussi dans le monde de demain.